Dans l'histoire de l'aéronautique, le franchissement du mur du son et les vols supersoniques ont marqué les esprits. L'homme franchissait enfin les barrières de l'impossible. André Turcat a été un acteur ainsi qu'un témoin de ces temps de pionniers. Plus de 50 ans plus tard, près d'Aix-en-Provence, il nous raconte. Eh bien, au centre d'essai en vol, comme les camarades, nous cherchions, bien sûr, on approchait de la vitesse du son avec des avions qui n'étaient pas taillés pour cela, parce qu'on n'avait pas non plus, comme je le disais, les moyens de prédiction. Et l'avion type, c'était le Mystère 2. Alors nous avons tous passé sur Mystère 2, enfin tous les gens un peu de pointe, si vous voulez, sur Mystère 2 pour passer le mur du son. Alors on montait, mais il n'était pas fait pour ça. Bien, mais alors on montait aussi haut que possible, et puis on basculait et on piquait le maximum en visant le sol et en essayant de faire du bruit au sol. Parce qu'on n'avait pas d'instrument de Mach-mètre qui nous permit de savoir qu'on passait le son. Alors on piquait, pique que tu piqueras, et puis après ça, à l'altitude minimale, bien redressé, et puis alors le triomphe, c'était quand le camarade au sol disait « ça va, on t'a entendu ». Alors on était très contents d'avoir fait le bang au sol. Vous voyez que l'atmosphère a un petit peu changé. Polytechnicien, ingénieur, docteur ès-lettres, André Turcat poursuit une carrière exemplaire de pilote d'essai. Un tournant essentiel se profile dans les années 60, où la France se lance dans des grands défis technologiques. Il rejoint alors l'équipe du projet Caravelle, puis du Concorde. Pourquoi a-t-il été choisi plutôt qu'un autre pour cette grande aventure qui lui valut la célébrité? Écoutez, je crois que j'avais donc, grâce à Nord Aviation, l'un de ceux, non pas le seul, mais l'un de ceux qui avait la meilleure expérience des avions Delta et du supersonique, avec la petite réputation en outre du record du monde de vitesse en circuit fermé sur le Griffon, ça n'est peut-être en compte, et puis ingénieur d'origine, et puis avec juste l'âge qui allait bien. Et ça a été la chance des autres camarades aussi qui se sont trouvés sur ce programme extraordinaire qui a été le sommet de notre vie aéronautique pour diverses raisons, de compétences, d'expérience, etc., mais aussi de l'âge, de la chance. André Turcat, quels sont les moments les plus forts que vous avez vécus avec le programme Concorde? On peut dire tous. Parce que, bien sûr, on peut dire le premier vol, c'est évident que c'est un moment fort. Le premier Mach 1, et moi j'étais un copilote ce jour-là, j'ai toujours aimé partager, changer de place, et c'était mon camarade Jean Pinet qui pilotait Concorde pour le premier passage au Mach 1. Et puis, la première fois où nous avons fait Mach 2 aussi, alors entre-temps il s'est produit bien des choses, on a fait bien des choses. Hein. Il y a eu des moments forts, tous les moments étaient forts, ou à peu près. Mais nous avons été les premiers aussi, contrairement aux accords de principe, où c'était les Britanniques qui devaient faire le premier Mach 2. Et il se trouve que nous étions peut-être un peu plus véloces, mais on était prêts. Et c'est nous aussi qui avons fait le premier Mach 2. Et puis alors pour montrer, on trouvait tout de suite qu'en supersonique, l'avion était dans son domaine. Il demeurait facile à piloter, il n'y avait pas de difficultés, même les pannes moteurs, nous sommes allés avec précaution, les pannes moteurs en supersonique, il se comportait fort bien. Ce qui fait que quand nous étions prêts, on a dit oui, on est prêt, on est vraiment prêt, l'avion est prêt. Et nous sommes allés pour faire le premier Mach 2, et nous y avons passé plus de 50 minutes à Mach 2. Alors ça ne s'était pas vu encore. Ça chauffait un petit peu, à vrai dire. On a eu à faire des progrès dans le refroidissement de la cabine et de l'huile. Quelles leçons avez-vous tirées de l'expérience Concorde? Les leçons de ce métier, on les tire chaque jour. Je crois que nous sommes un des métiers où il faut un bon équilibre entre une certaine audace, parce que si on attendait que tout fût parfait, on ne volerait jamais, et en même temps une
prudence, je dirais une méfiance, à se dire quel est le piège que la mécanique va me réserver. Alors, parce qu'on introduit des pannes volontaires, bien sûr, la base de la certification, c'est ça, c'est de garantir contre les pannes de l'avion. Donc on fait des pannes volontaires, mais il y a dans tout le cours des essais des imprévus. Et il faut savoir ne pas provoquer la chance, mais méditer et être prêt à des réactions qui ont rarement besoin d'être très rapides. Contrairement à la conduite d'une automobile, on n'a pas tellement besoin de réagir très vite ou exceptionnellement. On a quelques secondes devant soi, mais quelques secondes pour prendre une décision intelligente. Bien, je crois que ça, c'est une des leçons. Le Concorde fut certes un grand succès technique, mais la crise du pétrole de 1973, en renchérissant les prix du carburant, interdit toute réussite économique au projet. Son exploitation s'arrête 30 ans plus tard, après un seul et unique accident. Mais ce type de transport supersonique a-t-il un avenir ? Alors, la fin de Concorde a semblé marquer l'arrêt du progrès. On a dit pour la première fois, on arrête le progrès. Alors je crois que d'abord que c'est pas vrai parce qu'on continue à travailler beaucoup, les chercheurs avec des moyens de plus en plus développés dans tous les domaines, l'aéronautique est en progrès. Même si c'est pour faire des avions subsoniques. Le supersonique n'est pas le seul progrès qu'on puisse faire. L'Airbus 380 en programme le montre. Mais on voit qu'actuellement, il y a des compagnies qui affichent des vols de 16 heures. Je pense que le développement des vols transpacifiques en particulier oblige à considérer que ces vols, avec toutes les mesures qu'on peut prendre, sont quand même une certaine fatigue et ne laissent pas à l'arrivée dans la même disponibilité. Et je pense qu'il y a un public, que ce soit des hommes d'affaires, des hommes politiques, des hommes du spectacle, etc., qui ont besoin, en arrivant, de travailler tout de suite et d'être disponibles tout de suite. Et ceux-là feront une clientèle toujours pour le vol rapide. Il me semble que lorsque l'Airbus 380 arrivera dans, je ne sais pas si c'est 5 ans, à la certification, on aura une matière grise disponible largement. Et qu'à ce moment-là, on pourra reprendre les études qu'on a laissées tomber et travailler au prochain supersonique. Alors, ce qui est vrai ici, c'est vrai aussi de l'autre côté de l'Atlantique et au Japon. Pionnier dans l'âme, André Turcat a vécu de grands moments qui ont marqué l'histoire de l'aviation. En 1969, l'année où l'homme allait marcher sur la Lune, il rendait possible les vols supersoniques commerciaux. Exploit de la fin des 30 Glorieuses, cette épopée restera toujours inscrite dans le souvenir d'une France qui, à cette époque, n'avait pas peur de se dépasser.